Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis dans ses nouveaux habits, l'édifice entièrement rénové. Il est composé d'une trentaine de bureaux. Les autres représentations diplomatiques y tiennent même des manifestations. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité les locaux situés au quartier des ambassades. Les populations seront mieux sensibilisées sur les dangers liés au travail des enfants. C'est l'objectif du séminaire ouvert ce matin au cabinet de la Première Dame. Il concerne la communication autour du plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants. Les responsables communication en formation à l'initiative du Comité national de surveillance. Et puis, les victimes des crises ivoiriennes bénéficient du soutien de l'État, près de 4000 personnes déjà indemnisées. Cependant, quelle assistance du Fonds de la Cour pénale internationale? Les victimes attendent cette aide de plus. Focus sur ce fonds dans le dossier politique de ce journal. Un investissement de plus de 206 milliards de francs CFA à la mine d'or d'Ity. Elle est située dans la commune des Ouamiens, dans l'ouest du pays. La production passe désormais de 41 à 70 tonnes l'année, ce qui vient accroître la durée de vie de la mine à environ 40 ans. Elle va rapporter pour les 14 prochaines années plus de 150 milliards de francs CFA. Avec cet investissement, elle devient la première mine en termes de productivité. Je vous emmène à présent aux États-Unis. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington a désormais fière allure. L'édifice rénové, les locaux accueillent même les manifestations d'autres représentations diplomatiques. Le Premier ministre a reçu plusieurs personnalités lors de son récent séjour américain. Amadou Gon Coulibaly a visité les travaux réalisés. On voit cela dans le reportage d'Adama Koné. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, admiratif devant une photo de la salle de conférence de l'ambassade de Côte d'Ivoire rénovée à Washington. Il achève ainsi une visite des locaux de la représentation ivoirienne aux États-Unis en compagnie du premier responsable de la diplomatie ivoirienne dans ce pays. On est privilégié d'avoir cette ambassade à cette location qui est quand même rare et où vous avez toutes les grandes ambassades à bénéficier d'un crédit pour la rénovation. Et depuis 2 ans, nous avons eu l'opportunité de terminer, d'achever cette rénovation qui consistait aux 3 bâtiments. Vous voyez, il y a 3 bâtiments, un bâtiment central et le bâtiment de gauche qui est la chancellerie et aussi le bâtiment de droite qui est le bâtiment technique, le bâtiment des services spécialisés. Donc la rénovation a touché à tous ces 3 bâtiments, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au 24-24 de l'avenue Massachusetts du quartier des ambassades de la capitale américaine, dans ses nouveaux habits, l'édifice a fière allure. Le Premier ministre tient à passer en revue la trentaine de bureaux pour apprécier la qualité des travaux. D'un bureau à l'autre, Amadou Gon Coulibaly trouve un mot d'encouragement pour chaque agent de l'ambassade. En leur nom, le diplomate rend hommage au chef de l'État. On propose de baptiser la salle de réception Alassane Ouattara parce que c'est lui qui a permis de la rénover. On est fiers de bénéficier de cette vision du président de la République qui a exigé que la représentation nationale ici aux États-Unis est fière à lui. D'autant plus que ce cadre nous sert de lieu de rencontre des autres confrères ambassades qui nous sollicitent pour des réunions et avec beaucoup de fierté, nous partageons cet espace. Les travaux de rénovation ont duré 2 ans. Le gouvernement ivoirien a dû débloquer 1,7 milliard de francs CFA à cet effet. Une fierté qui, selon l'ambassadeur Haïdara, en rajoute à l'honneur et au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Ici, en Côte d'Ivoire, un plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants est mis en œuvre. Le comité national de surveillance veut réussir la communication autour des actions. La question est au centre d'un atelier ouvert ce matin au cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. Cette rencontre réunit les responsables communication des structures concernées. L'objectif est de mieux sensibiliser les populations sur les dangers liés au travail des enfants. Mahama Traoré. Échange de points de vue entre professionnels de la communication et des médias. Pour chacun des experts, l'exercice consiste à proposer une solution visant à faire un large écho des actions de lutte contre le travail des enfants. Le plus important, c'est de sensibiliser. Toute sensibilisation a pour bon résultat la vraie connaissance du problème.
faut pouvoir mener aussi des stratégies de plaidoyer à l'endroit plutôt des décideurs, de tous ceux qui mènent les politiques et de tous ceux qui font des allocations de ressources et tout, pour que les ONG qui luttent sur le terrain justement contre ces fléaux-là, que ces ONG aient le nécessaire. Les solutions proposées par ces professionnels vont contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale de communication en matière de lutte contre le travail des enfants. Une stratégie qui va accompagner le plan d'action national 2019-2021 de lutte contre le travail des enfants qui sera mis en œuvre par le Comité national de surveillance présidé par la Première Dame Dominique Ouattara. Il s'agira également pour certains d'entre vous de renforcer leur connaissance sur la problématique du travail des enfants afin d'être plus réactifs face aux nouveaux défis qui contrarient la pleine réalisation de notre objectif, à savoir éliminer le travail des enfants dans notre pays. De façon pratique, le présent séminaire doit nous permettre d'harmoniser nos opinions, nos connaissances et nos points de vue sur la situation réelle du travail des enfants dans notre pays et de tirer parti de nos expériences individuelles ou collectives pour mettre en place une stratégie de communication adaptée aux exigences mondiales et capable d'influencer le cours des événements. La Côte d'Ivoire en est à son 3e plan d'action nationale de lutte contre le travail des enfants, après ceux exécutés entre 2012-2014 et 2014-2017. Ajoutez à ces plans l'entrée en vigueur de 2 arrêtés ministériels déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Le président de l'Assemblée nationale reçoit un exemplaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine, un document visant à transformer le continent en une puissance mondiale. Amadou Soumaoro a échangé avec la représentante spéciale de l'UA en Côte d'Ivoire, Joséphine Charlotte Mayuma-Kala, a également parlé des rapports entre la Côte d'Ivoire et l'organisation panafricaine. Konaté Moussa. L'agenda 2063 de l'Union africaine est la volonté des chefs d'État et de gouvernement africains à transformer le continent en une puissance mondiale sur une période de 50 ans, allant de 2013 à 2063. Cette ambition est traduite dans ce document stratégique. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine est venue remettre un exemplaire au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro. Le président de la République de Côte d'Ivoire étant le champion, c'est-à-dire la personnalité qui a été choisie pour porter ce document, pour œuvrer en sorte que cette feuille de route soit dans les plans de développement des pays africains. Pour le bureau de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, c'était un devoir pour nous de venir remettre cette feuille de route aux parlementaires ivoiriens afin qu'ils prennent connaissance de ces documents et qu'ils puissent accompagner le président de la République de Côte d'Ivoire dans cette noble mission. Les rapports Côte d'Ivoire-Union africaine étaient également au menu de l'entretien entre les 2 personnalités, une coopération entre le pays et l'organisation panafricaine qui se porte bien. On va parler d'une autre coopération bénéfique, la Fondation Didier Drogba et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ensemble pour promouvoir l'alphabétisation numérique. Ils ont lancé le projet Calan en Afrique, un protocole d'accord signé entre les 2 organisations et le ministère de l'Éducation nationale. La phase pilote du projet Calan débute en Côte d'Ivoire avant de toucher le reste de l'Afrique. L'alphabétisation des femmes dans les zones rurales au centre de ce projet dont nous parle Jean-Marc Diadji, Didier Nguessan. Alphabétiser 5 millions de personnes en 3 ans en Afrique et créer 13 millions d'emplois directs. Ce sont en autres les objectifs du projet Calan, une initiative lancée par la Fondation Didier Drogba en partenariat avec l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le partenariat conclu en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vise à promouvoir l'alphabétisation numérique. Aujourd'hui, le numérique est à l'heure. Tout le monde a accès à un portable. Donc, et très peu de gens lisent. C'est une méthode qui permet de toucher un plus grand nombre de populations, que ce soit dans les zones rurales, dans les grandes villes. Et c'est un programme simple où d'habitude on met à peu près 1 an et quelques mois pour
pour être alphabétisés. Et là, en 4 mois plus précisément, on peut être alphabétisé. Selon une étude de l'UNESCO réalisée en 2014, le taux d'alphabétisation dans le monde est de 40% pour les hommes et 60% pour les femmes, la plupart vivant en zone rurale. Nous avons 43% de la population analphabète dans notre pays. Ce sont des hommes et des femmes qui apportent déjà beaucoup, mais qui auraient pu apporter davantage à la construction de notre beau pays si ces personnes, justement, avaient des connaissances et des compétences. Les apprenants pourront lire, écrire et compter sur un smartphone sans connexion Internet grâce à la méthode AMBC. Je m'en vais à présent vous parler de politique. Avec ce dossier, il est consacré à la contribution du fonds auprès de la CPI au profit des victimes ivoiriennes. En attendant cette aide de la Cour pénale internationale, en Côte d'Ivoire, près de 3500 victimes déjà indemnisées par la ministre de la Solidarité. Le bureau local de la CPI, la coalition ivoirienne pour la CPI et les associations de victimes multiplient les campagnes de sensibilisation. L'objectif est de réussir cette initiative. Avec Gabriel Zani, le dossier politique fait un focus sur le fonds auprès des victimes, au profit des victimes auprès de la Cour pénale internationale. Des rencontres comme celle qui se tient ce mardi 23 avril à Koumassi Campement dans l'enceinte de cet établissement scolaire. Il y en a eu des centaines entre la COVICI, la Confédération des organisations des victimes de la crise ivoirienne, et les victimes. Voici des volets très intéressants pour lesquels... Il est aujourd'hui question d'expliquer à l'assistance l'intérêt du fonds au profit des victimes. Ce fonds-là est un programme qui ouvre dans des pays qui sont sous assistance, en fait sous juridiction de la CPI. Il y a 3 volets, un volet psychologique, un volet de prise en charge médicale et un volet d'activité socio-économique. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, le fonds est géré par les ONG qui postulent, n'est-ce pas, et qui sont retenus. Ayaratou Kouaté fait partie des 157 000 victimes recensées et reparties entre la centaine d'associations de victimes que compte la COVICI, créée en 2013, et dont la mission est de porter la voix des victimes et de défendre leur droit à la réparation. Nous les victimes, moi personnellement, je ne fais rien, je vends les pagnes, mais après la guerre, j'ai tout perdu. Donc, ils vont nous aider, c'est ce fonds-là qu'on attend, qui va vraiment nous aider beaucoup. Elle attend avec impatience l'appui du fonds au profit des victimes. Une assistance dont le premier volet à hauteur de 500 millions de francs CFA sera affecté à des projets communautaires. À environ 33 km de Koumassi, Yopougon, Angéline Biakpa et Hubert Bosson vivent au quartier Sidessi à Guidiba. Chacun a été victime de pillage dans les violences post-électorales. Ce fonds, vraiment, il est le bienvenu. Parce que à l'heure où je suis, j'ai tout perdu. Avant, je ne faisais pas les jeux, mais la force des choses a fait que je suis obligée de faire les jeux pour pouvoir subvenir à mes besoins. Nous sommes en association, nous sommes dans le marché. Si on a eu ces fonds, ça permettra d'améliorer nos commerces et ça facilitera aussi la cohésion sociale. Des projets, il n'en manque pas. Leur espoir est permis grâce au fonds au profit des victimes bientôt opérationnel. La responsable des programmes vient de s'établir à Abidjan exactement le 2 mai 2019. Le fonds au profit des victimes a été créé par le même statut qui a créé la Cour pénale internationale. Et le fonds a 2 mandats. Il a un mandat de réparation et un mandat d'assistance. Le mandat de réparation est lié directement aux activités judiciaires de la Cour et n'est activé qu'en cas de condamnation. Le mandat d'assistance, lui, est indépendant des procédures judiciaires et vise à apporter une assistance aux victimes des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Le Fonds au profit des victimes est une institution indépendante auprès de la Cour pénale internationale. Il travaille activement avec le gouvernement. Nous travaillons côte à côte. Compte tenu du nombre de victimes et compte tenu de l'importance des préjudices. Et donc le fonds va intervenir en complémentarité avec les activités et les programmes existants du gouvernement.
Avant le fonds au profit des victimes, il y a eu le bureau local de la CPI dont les portes ont été ouvertes en 2012. Et en 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome de la CPI. La Cour a à peine 15 ans de fonctionnement. En 15 ans, la Cour a démontré qu'elle peut rendre justice. Il y a eu des procès, il y a eu des condamnations, il y a eu aussi des acquittements. Mais surtout, il faut le souligner, la Cour a montré qu'elle est capable, de par son travail, de rendre justice aux victimes. Mais c'est des dizaines de milliers dans plusieurs pays de victimes qui ont pu bénéficier soit de réparations ou d'assistance dans le cadre des activités de la Cour. Les affaires pendantes devant la CPI ont suscité l'installation du fonds au profit des victimes à Abidjan. Mais pas que. Les campagnes de sensibilisation de la représentation locale de la CPI aussi. L'objectif étant de toucher les 31 régions du pays. Cette année, donc, nous avons continué cette campagne qui avait donc commencé l'année dernière. On vient de terminer une étape, c'est Bois-Flé, Daloa, San Pedro, Soubré. Donc, pour aller vers les populations, rencontrer les leaders d'opinion, les leaders communautaires, donc échanger autour de ce processus judiciaire, mais surtout leur expliquer c'est quoi les mécanismes de fonctionnement de la Cour, pourquoi la Cour a été créée, quels sont les modes de saisine, quels sont les organes qui constituent la Cour. Des activités dont le résultat est d'aboutir à la cohésion sociale pour la non-répétition des violences. Durant des années, la coalition ivoirienne pour la CPI a fait du changement des mentalités son cheval de bataille. On a fait le tour de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pendant la crise, au moment où le pays mettait 10 ans d'eux, dans la crise pour sensibiliser les populations pour que plus jamais ce qui s'est passé ne puisse se produire et qu'il n'y ait pas de vengeance au niveau des victimes. Aujourd'hui, le fonds au profit des victimes est un facteur important pour redorer l'image de la CPI, car tout comme les habitudes, les préjugés aussi ont la peau dure. En effet, la lutte contre l'impunité nécessite justice et réparation. Réparation déjà amorcée par le gouvernement ivoirien. À ce jour, ce sont 3 455 victimes indemnisées. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été débloqués par l'État dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Le dossier politique faisait un focus sur le fonds de la Cour pénale internationale au profit des victimes ivoiriennes. 78 cas de dengue confirmés, 2 décès, annonce le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pourtant, une vaste campagne de démoustication est initiée en 2017. Les communes concernées sont à Bobo, Benjerville et Cocody. Au cours d'une conférence de presse, les autorités sanitaires appellent à garder notre environnement propre. Nous Sangaré, Dangui. 78 cas, dont 2 décès. C'est le bilan de l'épidémie de la dengue qui a refait surface dans le district d'Abidjan. Depuis le début de l'année 2019, les communes concernées par l'épidémie sont Abobo, Cocody et Benjerville. La situation est alarmante. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique monte au créneau et recommande à la population les mesures suivantes. Vider les retenues d'eau après chaque pluie. Assécher les eaux stagnantes. Éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts. Se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction de moustiques. Désherber aux alentours des maisons, surtout éviter les plantations de bananiers en agglomération ou tout autre arbre à feuilles engainantes comme l'arbre du voyageur. Maladie virale transmise à l'homme par la piqûre de moustiques infectés appelés moustiques tigres, la dengue est une maladie qui se manifeste par plusieurs signes. Une fièvre associée ou non à des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements persistants, des douleurs aux articulations, une fatigue intense. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique invite donc les populations
à éviter l'automédication et à se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre associée ou non à d'autres symptômes. En 2017, la Côte d'Ivoire était confrontée à cette même épidémie. Une vaste campagne de démoustication avait été menée par les autorités sanitaires d'alors pour endiguer sa propagation. Il faut également éviter l'évolution de cette menace dans la commune de Koumassi. 13 km de bordure de lagune, un site aujourd'hui défiguré. On y trouve des constructions anarchiques. Le gouverneur du district d'Abidjan touche du doigt cette réalité. Robert Begré-Mambé y a effectué une visite. Il envisage la valorisation de cette baie lagunaire. Le reportage de Didier Nguessan. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, vient s'imprégner de l'ampleur des occupations anarchiques le long de la lagune ébriée à Koumassi. Il est accompagné par le maire de la commune, Cissé Bakongo. De la baie lagunaire du quartier Soweto au campement, en passant par les sous-quartiers d'Ivo, à Djaoui et à Clomiabla, le gouverneur a pu observer les constructions anarchiques, notamment les entrepôts, commerces et habitats de fortune. Un décor qui défigure la baie lagunaire. Pour résoudre tous ces problèmes, il y a lieu d'abord de refaire les plans de recollement, c'est-à-dire les plans d'assainissement qui existent à Koumassi pour voir comment ces réseaux se terminent dans la lagune, apporter les solutions qui s'imposent, de manière à permettre une évacuation très fluide des eaux de pluie et des eaux d'assainissement. Il faut redimensionner l'occupation des espaces au bord de la lagune de Koumassi. Imaginez un seul instant que nous mettions des restaurants, des terrains de sport, des aires de jeu. Mais Koumassi sera une commune attractive pour tout Abidjan. Le gouverneur sensibilise les habitants à avoir un comportement éco-citoyen. On demande pardon à nos parents. Ne jetez pas les ordures ménagères dans les caniveaux. Ça va empêcher l'eau de pluie de circuler et les eaux de pluie vont revenir dans les maisons. Les eaux vont stagner dans les caniveaux. Plusieurs travaux entamés par le conseil municipal de Koumassi devront à terme donner fière allure à la commune. On reste à Koumassi pour voir ce drame. Un incendie s'est déclaré à la casse de la commune. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels signalés. Les ferrailleurs parlent d'un préjudice estimé à plusieurs millions de francs CFA. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Le constat de Salimatou Dia. La casse de Koumassi, quartier Bia Sud, sous les flammes d'un violent incendie dans la nuit du mercredi à jeudi. Le feu aurait ravagé environ 2 hectares de la casse. Alertés dans la nuit, les ferrailleurs ont assisté impuissants au drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Les dégâts matériels sont énormes. Il y en a plus de 120 magasins qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sur les lieux depuis minuit ont réussi à circonscrire le feu au petit matin. Les secours ont été confrontés à un feu de baraque qui risquait de se propager aux bâtiments d'habitation qui sont à côté et avec les lignes de haute tension. Là. Face à cette situation-là, ils ont immédiatement établi 3 petites lances pour d'abord circonscrire le feu et ensuite le maîtriser autour de 6 heures. Installés depuis les années 80 dans cette zone à proximité des lignes de haute tension, les ferrailleurs étaient sommés par la mairie de Koumassi de libérer les lieux. Nous avons une sacrée chance. Vous savez, les flammes de l'incendie auraient pu faire fondre les lignes de haute tension, ce qui allait provoquer de nombreux dégâts et même des pertes en vies humaines. Donc c'est des zones qui, pour l'avenir, la mairie prendra des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus et que toutes ces zones qui ne doivent pas être habitées au niveau de notre commune soient des zones qui soient véritablement dégagées. En attendant de connaître les causes de l'incendie, les habitants du quartier ont commencé à plier bagages pour leur sécurité. Les questions sécuritaires qui évoluent également avec la technologie, notamment l'IA, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la notion est au centre d'un séminaire à l'ESATIC, l'École supérieure africaine des TIC. Universitaires, chercheurs et chefs d'entreprise vont également échanger sur les objets connectés, des solutions qui aident à la prise de décision. Théodore Zouzou et Eugène Toubé. Blockchain, intelligence artificielle, IoT. Des termes longuement entendus lors des plénières, panels et présentations de travaux d'étudiants. Des mots techniques pour désigner 2 outils du numérique, peu ou inconnus du grand public. L'enjeu, la transformation du quotidien des populations via un cadre de collaboration. Dans les ressources en eau, dans la santé,
dans les smart cities, dans le transport, dans tous ces aspects-là, comment exploiter ces nouvelles technologies pour une qualité de vie meilleure pour notre citoyen. Nous avons des algorithmes d'apprentissage qui vont pouvoir détecter les cancers, regarder les scanners et détecter les différentes maladies, faire des diagnostics. L'intelligence artificielle et l'IoT, ou plus simplement l'Internet des objets, se présentent comme solution aux problématiques de recherche de performance des entreprises. Elles sont invitées, quel que soit leur secteur d'activité, à proposer des termes de recherche pour une plus grande cohérence entre le monde académique et celui des entreprises. Qu'est-ce que le IoT pouvait apporter à l'émergence de la Côte d'Ivoire en matière de pêche, en matière d'élevage, en matière d'agriculture, en matière de commerce, d'environnement? La volonté politique est affichée. Il nous appartient à nous autres acteurs de l'université de pouvoir donc prendre en compte ces orientations, d'une part à travers donc un cadre structuré, mais ce cadre aussi a besoin de moyens. Le ZATIC, institution à vocation panafricaine, abrite en son sein une start-up qui peut s'enorgueillir d'avoir réussi la dématérialisation du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Elle travaille à investir d'autres domaines, améliorer leurs capacités opérationnelles grâce à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. Le Conseil de l'entente boucle les dossiers en attente. Il s'agit notamment de la construction de la tour d'entente. Les travaux démarrent bientôt. Un bâtiment de 22 étages qui sera construit à Abidjan. Les experts étaient à la 5e réunion extraordinaire de l'organisation sous-régionale. Ils ont également parlé de la sécurisation, de la sécurité dans l'espace ouest-africain. Des détails avec Sidonie Davila. 5e réunion extraordinaire du Conseil de l'entente à Abidjan. Les experts des pays membres planchent sur la concrétisation de 2 projets importants pour l'institution. Le comité des experts s'est réuni pour étudier le dossier avant le Conseil des ministres. Le dossier le plus important, c'est la construction de la tour entente à Abidjan, au plateau. Donc on est arrivé à un stade où il est nécessaire de faire le point au Conseil des ministres pour que le dossier puisse s'accélérer. Ensuite, pour les questions de sécurité, nous avons un mécanisme de prévention sur lequel les ministres de la Sécurité ont déjà travaillé et ce mécanisme sera proposé à la prochaine réunion des chefs d'État. Voilà pourquoi le comité des experts s'est réuni pour étudier le dossier avant le Conseil des ministres. Ce vendredi, ce sont 10 ministres en charge de l'intégration, des affaires étrangères et ceux des finances des 5 pays membres qui seront présents à Abidjan pour la validation des différents projets. Allons à présent dans le département de Gagnoa, au centre-ouest du pays. Il y avait la fête de la charité à la paroisse Saint-Joseph de Bayota. Les fidèles ont bénéficié du soutien de la première dame Dominique Ouattara. Théodore Zouzou, Godefroy Okambawa. La paroisse Saint-Joseph de Bayota, dans le département de Gagnoa, célèbre son saint patron. Moment de réjouissance, mais aussi de charité. La marraine de cette célébration, Colette Pello-Lakpé, a remis au nom de la première dame, Dominique Ouattara, une enveloppe de 1 million de francs CFA. Un geste de charité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cette cérémonie représente pour nous à la fois une reconnaissance à notre saint patron et notre manière de magnifier l'action des chrétiens. Ces chrétiens d'ici et d'ailleurs qui nous soutiennent au quotidien pour nos activités pastorales. Au cours de cette célébration, la marraine de la cérémonie a annoncé la visite très prochaine de la première dame dans cette localité, avant d'insister sur la nécessité pour les différentes communautés de vivre en parfaite harmonie. Jamais plus il n'y a des problèmes dans notre pays. Il faut qu'il y ait la paix. La paix, rien que la paix pour que nos parents ne courent plus dans les brousses. La paroisse Saint-Joseph de Bayota, créée en 1967, est dirigée par le révérend père Ernest Doucouré Boka. Elle pose essentiellement des actions sociales au profit des personnes vulnérables.
Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, l'ANC est en tête des premiers résultats partiels des législatives et provinciales. Le parti au pouvoir est crédité de 56,7% des suffrages. Il devrait donc conserver sa majorité absolue à l'Assemblée. Un test réussi pour le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui cherche à redynamiser sa formation politique empêtrée dans des affaires de corruption. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.